Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence avec un article sur la Gazette à propos de la loi de transformation de la fonction publique. Tu sais, on en avait un peu parlé déjà la semaine dernière, enfin un petit peu, beaucoup même, dans une grosse vidéo que j'avais fait sur le sujet. J'avais essayé de te résumer ça un petit peu et puis de te donner aussi quelques éléments de critique. Eh bien, on a le prolongement parfait dans cette interview d'une avocate spécialiste du droit de la fonction publique sur justement les impacts que vont avoir ce texte pour les employeurs territoriaux, donc pour les collectivités et pour les services de ressources humaines. Et donc la première question, c'est notamment de se demander si l'emploi à vie des fonctionnaires était remis en cause. Et ce qu'elle rappelle, c'est que cet emploi à vie reposait sur le fait que même quand un emploi de fonctionnaire était supprimé, eh bien l'administration devait lui proposer un autre emploi. Et en partant de là, force est de constater qu'il y a quand même un changement de paradigme, puisqu'il y a une intention globale de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et il y a toute une série de mécanismes qui ont été mis en place via cette loi du 6 août 2019 pour parvenir à cette suppression progressive. Donc on pense bien sûr au détachement d'office, à la rupture conventionnelle et encore d'autres outils. Donc je t'invite à aller voir puisque bien sûr elle développe un petit peu plus ses idées pour chaque outil. Pour les managers aussi, on nous dit qu'il y a beaucoup de changements du fait de cette loi, notamment les CAP qui se voient supprimer de nombreux cas d'avis préalables qu'ils devaient donner auparavant. Et en gros, l'idée c'est de se dire que cette loi, elle est là pour simplifier la vie des employeurs, avec des contrats de plus en plus nombreux possibles pour les administrations locales, avec les fameux contrats de projet aussi dont on parlait dans la vidéo. Bref, un rapide rappel des différents cas où l'employeur peut prendre un CDD, et puis aussi un rapide topo sur le fait qu'il y a pas mal de mesures qui nécessitent soit un décret d'application, soit une ordonnance. Et donc c'est là où ça va pas être évident pour les RH de se situer, puisque là pour l'instant tout n'est pas encore clair. Et qu'il y a un dernier point qui nécessite aussi, qui va engendrer des difficultés, c'est les 1607 heures, les 35 heures effectifs, puisqu'il y a certains régimes dérogatoires. Donc voilà, tout ça c'est un très bon résumé, je t'invite à aller lire ce rapide article en complément de la vidéo que j'avais fait, qui est beaucoup plus longue. C'est vraiment pas mal. Ensuite, un article, alors toujours sur la Gazette, sur la future Agence nationale de cohésion des territoires. Et on a un premier retour plutôt négatif de l'Assemblée des départements de France via son président Dominique Bussereau, et qui dénonce carrément une coquille vide, en tout cas le risque d'avoir une coquille vide tel que ça a été présenté, et que finalement, vu comment ça a été présenté, ça risque pas de résoudre le problème d'assistance technique des services de l'État pour les projets des collectivités territoriales et notamment des plus petites. Le premier élément de critique de M. Bussereau, c'est le format de cette agence qui devait à la base réunir de nombreuses agences, commissariats, etc. Et finalement, chacun a défendu son précaré, comme il dit, et des agences comme l'Agence nationale de l'habitat, par exemple, ne font pas partie de cette agence nationale de cohésion des territoires. Et donc, comme il le dit si bien, la montagne, finalement, accouche d'une souris. C'est vrai que c'est une critique qu'on peut faire sur de nombreux projets liés à la territoriale, où finalement on nous promet monts et merveilles, tout le monde se regroupe dans une seule et même structure, et finalement il n'y a que 2 ou 3 structures qui se réunissent. Pour les autres, ça va être par le biais de contrats. Bref, au lieu d'être dans quelque chose de simple, on prend en compte certes les particularités de chacun, mais bon, il y a un peu de défense de son précaré, comme il le dit, et donc on aboutit à une situation complexe, là où ça devait être quand même beaucoup plus simple. Et puis surtout, un autre élément de critique, c'est le fait que cette agence nationale de cohésion des territoires, elle n'aura pas pignon sur rue, puisqu'il n'y aura pas de locaux dans les territoires. La porte d'entrée sera directement le préfet de département. Et donc encore une fois, on a une vision centrale, puisque ce sont 300 à 400 personnes regroupées à Paris qui vont composer cette agence. Et l'idée de M. Bussereau, c'était plutôt de dire il aurait été pas mal d'avoir plutôt 1 ou 2 fonctionnaires de haut niveau dans chaque préfecture,
hein, sur le terrain, dans les territoires, pour véritablement aider les collectivités à faire avancer leurs dossiers. Puis le dernier élément de critique, c'est sur la redondance éventuelle de cette agence avec les dispositifs mis en place par les conseils départementaux ces dernières années, justement pour pallier ce désengagement de l'État qu'on a pu constaté ces dernières années. Donc voilà, ça fait quand même mis bout à bout, ça fait beaucoup de points négatifs. Pour le coup, moi je rejoins complètement l'avis de Monsieur Bussereau sur ça. Libre à toi bien sûr d'en penser ce que tu veux, mais c'est vrai que cette agence nationale de cohésion des territoires fait couler beaucoup d'encre et finalement on a envie de dire tout ça pour ça. Ensuite, toujours sur la Gazette, à propos de la ville connectée, donc ça c'est quelque chose dont on a parlé de temps en temps déjà sur Actu Territorial, et notamment tu sais il y a un gros projet à Toronto, et dans un quartier particulier de Toronto, où vont se construire de nombreux bâtiments, alors à la fois connectés mais aussi avec une dimension écologique. Bref, il y a quand même des aspects positifs, parce que tu vas voir, on va vite arriver sur la critique, mais comme je le disais sur Facebook, je suis assez partagé entre enthousiasme et méfiance sur ce projet et sur ce à quoi ça pourrait aboutir pour d'autres villes dans le monde entier. Mais si on doit quand même commencer par le positif, c'est que sur ce type de projet, on est sur des projets d'immeubles en bois avec des énergies à énergie positive, donc qui créent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc il y a quand même des choses tout à fait positives, notamment aussi sur l'aspect de concertation avec le public sur ce projet. Il y a beaucoup de dialogue avec la population locale, mais quand même, si on arrive sur la critique, c'est, tu m'as vu venir, c'est sur la data. La data, tout le monde le dit, c'est un enjeu crucial sur ce type de projet, et notamment sur le stockage des données. Donc il y a des avancées, a priori ça va être stocké dans le pays même, au Canada, ça va pas être stocké je ne sais où, en Chine ou aux États-Unis. On nous rassure aussi sur les niveaux de sécurité, bon ça après, difficile de savoir ce qu'il en est vraiment si on n'est pas un technicien aguerri. Mais en tout cas il y a des choses qui avancent, puisqu'on nous parle aussi de données qui seraient gérées par un organisme public et en open data. Donc on voit bien qu'il y a des avancées quand même sur ce projet. Mais évidemment, on garde quand même en tête certaines démarches comme ça de nouveautés liées à la technologie, liées à, par exemple, Uber, pour prendre un exemple concret. Aujourd'hui, clairement, c'est une entreprise qui concurrence les transports publics. Et on voit bien que cette volonté de Google de vouloir gérer la ville n'est pas sans poser de problème sur la gouvernance future de nos villes. Donc bon, je t'invite à aller lire l'article, parce que quand même il y a d'autres éléments encore par rapport à ce que je viens de te dire. Donc encore une fois, un article très intéressant sur la Gazette. Alors ensuite, un article toujours sur la Gazette à propos de la lutte contre le trafic de drogue. Donc tu pourrais me dire de prime abord comme ça, c'est une compétence régalienne, c'est plus l'État qui s'occupe de ça normalement, mais on voit quand même de plus en plus que ces grandes compétences régaliennes, traditionnellement donc de l'État, eh bien on voit que les collectivités sont associées à ce type de compétences par la place qu'elles occupent sur le terrain. D'avoir ces remontées de terrain des territoires, c'est toujours intéressant pour l'État. Et donc là, on a dans le cadre du plan anti-stup, le gouvernement qui veut impliquer à la fois les policiers municipaux et aussi les bailleurs sociaux. Donc ce plan a pour objectif de lutter contre les trafics de stupéfiants, et en préambule on nous indique que cette lutte est l'affaire de tous, à la fois police, justice, douane, etc., mais aussi les collectivités, la police municipale, les bailleurs sociaux et les citoyens. On a donc une série de mesures qui concernent plus ou moins directement les collectivités, et on a notamment une proposition qui est que les policiers municipaux et les bailleurs sociaux rejoignent les CROSS, donc les cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants, avec donc, comme son intitulé le précise, un rôle plutôt de renseignement, puisqu'on nous indique que les acteurs locaux, comme les maires par exemple, ou les élus locaux en général, connaissent bien les réalités de terrain, et donc il est utile de recueillir leurs témoignages, leurs retours, quant à ces trafics de drogue. Après, on a quand même l'opposition politique, une partie de l'opposition qui nous dit que on sait déjà en fait où sont les points de deal, notamment, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de renseignements à ce niveau-là. Le problème n'est pas là, le problème est plutôt que la police n'a pas les moyens d'y pénétrer et de mettre fin à ce trafic. C'est ce que nous dit notamment Samia Ghali, qui est sénatrice et maire PS du 8e arrondissement de Marseille. Donc comme toujours, bien sûr,
il y a un jeu politique entre l'exécutif et l'opposition, à savoir après qui a raison sur ce point. À toi de te faire une opinion là-dessus. En tout cas, ça s'inscrit bien dans cette volonté de plus en plus présente d'associer les collectivités, enfin en tout cas tous les acteurs locaux, à des compétences qu'on a traditionnellement purement à l'État. Donc là, l'État, bien sûr, garde la main, mais voilà, on a quand même une association de plus en plus importante des collectivités locales à ces sujets régaliens. Ensuite, on a, toujours sur la Gazette, un article sur les pesticides. Tu sais, on en a pas mal parlé ces dernières semaines, et donc on nous dit que maintenant la place est à la consultation des citoyens, puisque le projet de décret est d'arrêter, donc relatif à ces mesures de protection, tu sais, par rapport aux terrains d'habitation notamment, qui seraient proches de cultures où on utilise les pesticides. Eh bien, ce projet de décret va être soumis à consultation. Donc on nous fait d'abord en début d'article un rapide historique de ce qui s'est passé. Je reviens pas trop dessus parce qu'on en a déjà parlé dans les derniers épisodes, avec notamment les discussions autour des distances minimales. Et on voit bien la différence de traitement entre d'un côté l'État qui quand même se repose sur les préconisations de l'ANSES et les maires de petites communes qui n'ont pas du tout la même vision des choses entre quelques mètres d'un côté et allant jusqu'à 1000 mètres de l'autre comme distance vis-à-vis des habitations. Bon, on voit que ce sujet n'a pas fini de diviser, mais en tout cas, cette réglementation, il y a une concertation concernant celle-ci jusqu'au 1er octobre, donc voilà, c'est pas encore tout à fait fini. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu et que tu en ressors quelques billes pour notamment tes futurs euros, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Territorial. Salut!